Je suis ravie de cette opportunité de pouvoir intervenir dans ce webinaire RQFA de la FSEA parce que c'est vraiment des thématiques qui m'ont parlé depuis longtemps, mais qui sont en train de prendre une place prépondérante dans mon activité aujourd'hui. Alors, je ne suis pas dans la qualité à proprement parler, même si je pourrais argumenter que ça nous concerne toutes et tous, la qualité des formations. Donc moi, du côté, je vais vous remettre parce que j'ai perdu les gens. J'ai perdu le son, moi. C'est normal. Oui. Je crois qu'il s'est déconnecté. Là. Je me suis fait déconnecter. Ah, voilà, c'est bon. Je me suis fait déconnecter. J'ai voulu vous pousser dans un coin et j'ai été... Alors, je repartage. Excusez-moi. Voilà, je vais vous laisser ici. Vous voyez ma présentation? C'est bon. Donc, une petite présentation rapide de qui je suis et pourquoi ces thématiques-là m'intéressent. Je suis, comme l'a dit Alexandre Lecoultre, formatrice et consultante. J'ai un brevet fédéral de formatrice adulte depuis presque de 12 ans. Je suis dans le milieu, j'ai formé sur différentes thématiques, mais en fait, je me suis spécialisée dans les technologies de la formation ces 5 dernières années, après un master en ingénierie technopédagogique à l'Université de Genève. Et puis, c'était jusqu'à présent surtout de l'hybridation. Ça nécessitait quand même de réfléchir à la qualité des contenus, mais aussi et beaucoup à la pertinence, à la qualité des méthodes et outils dans les dispositifs de formation. Et puis, quand on s'intéresse à la technologie en formation, forcément, on a les IA génératives qui sont apparues il y a 2 ans, avec ChatGPT et ces petits outils utiles ou pas. On en discutera un petit peu, j'espère. Je me réjouis d'avoir votre expérience de terrain et votre avis sur le sujet. Et il y a 2 ans, comme je m'intéressais aux technologies, j'ai vraiment plongé dans ces thématiques-là d'IA générative et j'entendais beaucoup de choses. Alors, j'ai eu cette chance de pouvoir... maintenant, toutes mes interventions, formations et autres, c'est principalement de l'IA. Et donc, j'ai la chance d'avoir des retours de terrain de beaucoup de gens dans le milieu de la formation, que ce soit à l'université, aussi dans les écoles, étonnamment, parce que ce n'est pas mon public de prédilection, vu que je suis dans la formation d'adultes, mais donc en entreprise aussi, dans les instituts de formation, et j'entends beaucoup de choses. Et j'entends beaucoup des gens qui viennent vers moi, c'est peut-être votre cas, c'est peut-être les gens autour de vous, qui me disent alors, je voulais monter cette formation et puis je sais le faire, mais j'ai juste été voir ce que me dirait ChatGPT. Et ah là là, en 10 secondes, il m'a sorti tout un plan de cours hyper bien. Je suis complètement d'accord, c'est super. Est-ce qu'il y aurait des IA qui me permettraient de faire les images et les vidéos qui vont avec? Ça serait super. Et puis, oui, il y a plein de choses très intéressantes, mais moi, j'ai vraiment pris conscience du risque très important de dilution de la validité de nos contenus, parce qu'il y a un effet magique avec ces outils-là, raison pour lesquelles maintenant, depuis 2 ans que j'interviens sur ces contenus-là, mais vraiment une année, j'ai vraiment décidé de toujours le prendre par le prisme de l'esprit critique pour avoir une réflexion sur la pertinence, sur la crédibilité, comme on a mis par-delà les images, mais c'est aussi dans le contenu, et fiabilité des contenus. Raison pour laquelle je suis ravie de faire ça et je me réjouis de vous entendre. Donc, j'avais envie de commencer avec ce graphique. Ce graphique, il vient d'un livre sur le journalisme constructif, mais ce graphique, il montrait la confiance du public, de la population dans différentes professions. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est surtout la partie du haut, parce que les enseignants, alors on peut élargir à notre métier de la formation d'adultes, sont très très hauts. Ça veut dire que la population se dit qu'elle doit pouvoir faire confiance à ce qu'on fait. Donc, je me suis fait la réflexion. En fait, on est dans une industrie, le mot, il me chiffonne un peu, mais enfin, c'est un peu les termes utilisés, peut-être c'est un anglicisme, mais on est vraiment dans l'industrie de la confiance. Par rapport aux professions que vous pouvez voir un peu en dessous, alors sans vouloir entrer dans la caricature, mais en bas, on a des gens qui vendent des voitures ou des politiciens. Donc, si on vient vers nous et on nous dit, on nous a un peu trompé sur la marchandise dans une campagne politique, on sera moins surpris et on pourra se dire, il ne faut pas être trop crédule. Alors que par rapport aux professions qui sont tout en haut du graphique, il y a les professions médicales et il y a nous derrière. Si on nous dit on a été dans un cours et on nous a raconté n'importe quoi, là, il y a un gros problème. Là, on est vraiment dans un métier où le contractuellement, transactionnellement, on attend de nous
que nos contenus soient justes. Bien entendu, et on pourra en reparler, je me réjouis de vous entendre, ça ne doit pas générer l'abandon de l'esprit critique chez tout le monde, mais en revanche, on a quand même ce contrat de confiance. Aujourd'hui, on a... Alors oui, donc je voulais reprendre les mots qu'on avait utilisés dans le descriptif. On a besoin de cette légitimité au niveau de l'expertise. On a besoin de la crédibilité, donc je dois pouvoir croire, c'est ça, hein, crédibilité, je le trouvais un peu moins fort que fiabilité, mais en fait, crédibilité, c'est je dois pouvoir croire le contenu qui m'est donné. Et puis aussi, et ça c'est toujours important, quand tout est crédible et fiable, ça doit être aussi pertinent par rapport à mes besoins de compétences que je viens nourrir par une formation. Ça me paraissait important parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société, le monde de la formation ne vit pas dans sa petite bulle, on est dans une société où on entend beaucoup une montée un peu de la méfiance vis-à-vis de l'information. On parle de beaucoup de désinformation, de monde de post-vérité. Alors, je voulais faire un petit peu la nuance avec notre domaine. La désinformation, c'est vraiment un choix de vouloir tromper l'autre. Alors que la mésinformation, c'est de participer à propager quelque chose qui n'est pas juste, mais sans volonté de nuire ou de tromper. Et moi, ce que je pense qui est un des risques dans nos métiers, dans le domaine de la formation, c'est de participer à la mésinformation. Je vous ai mis quelques exemples en bas. On a des fausses croyances, on a des mythes, et on a des informations qui sont obsolètes. Parce que c'est ça aussi le problème. C'est que souvent, quelque chose a pu être juste à un temps donné, la recherche a évolué, mais nous, notre information, elle date toujours de l'époque. Donc, il n'y a pas d'intentionnalité. Et j'aime vraiment à croire qu'on choisit ces métiers dans la formation parce qu'on a envie d'avoir un impact positif. Je ne pense pas que c'est le métier qu'on choisit pour aller tromper les gens. Encore que l'éducation, ça se discute, mais partons du principe qu'il n'y a pas d'intentionnalité, mais parfois il y a peut-être un manque de rigueur, mais qui est souvent lié au manque de temps. C'est ce que j'entends quasiment dans tous les endroits où j'interviens. On n'a pas le temps forcément de faire les choses telles qu'on aimerait les faire. Il y a un manque de connaissances. Est-ce que je peux me tenir à jour sur mon contenu et sur des méthodes pédagogiques, ce qui est toujours une question de temps. Et puis, ce que je pense qui est aussi très important, et je le développerai un peu plus tard, la culture organisationnelle qui favorise justement cette prise de position par rapport à la volonté de valider et de vérifier l'information. Alors, on peut l'avoir à plusieurs niveaux, c'est des choses que je viens de dire. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir la pertinence des contenus, qui soient alignés avec les compétences visées. Il y a le niveau de la crédibilité, donc de la fiabilité du contenu de la formation. Mais ce que je pense être aussi très important, c'est la fiabilité des modèles pédagogiques qui sont utilisés autant dans la conception que l'animation, et donc qui légitiment les interventions et l'institution. J'aimerais commencer avec un petit exemple, parce que je trouve que voilà, sur 20 minutes, je me suis dit on peut partir d'un exemple concret, et puis après, ça pourrait être généralisé. Je vous proposerai quelques pistes que moi j'ai vues, et puis qui pourra peut-être être utilisées pour la discussion. Donc, exemple, anecdote personnelle. J'ai été, dans ma carrière, amenée à donner un cours sur la préparation à l'entretien d'embauche pour des personnes au chômage. Le cours avait été déjà préparé, donc moi je n'avais que la charge de l'animation. Le support de cours était rédigé et il avait été rédigé par la responsable de formation et son équipe, et ces personnes-là provenaient des ressources humaines, ce qui n'était pas mon cas. Donc en termes de légitimité et de crédibilité, moi j'avais complètement accepté le contenu sans le remettre en question. Si vous avez fait le moindre cours de communication, vous avez certainement parlé ou entendu parler de l'importance du non-verbal dans la communication. Alors, si on fait une petite recherche, je pense, j'imagine que ça doit parler à certains et certaines d'entre vous. Chaque fois qu'on parle de la communication non-verbale, on a ce graphique que j'ai entouré en jaune ici. Ça, c'est juste une bête recherche de Google et c'est les 2 premières lignes. Bon, j'ai pris les images pour que ce soit plus parlant. Et on voit toujours ce graphique. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce graphique? Ce graphique-là, il nous dit l'impact dans un message, dans n'importe quelle forme de communication orale, l'importance du verbal, que vous voyez en orange foncé, n'est que de 7%, alors que tout ce qui touche au non-verbal et paraverbal, que souvent on met ensemble, est de 93%. Voilà, et ça, c'est le discours qui est tenu dans la plupart des formations sur la communication. Moi, je ne l'ai pas remis en question, mais si on veut le remettre en question, on se dit, OK, est-ce que c'est vraiment le cas?
Donc, allons faire le petit travail. J'ai fait ce travail-là d'aller rechercher la source originale. Comment est-ce que je peux savoir que c'est vrai? En cherchant la source, j'ai découvert que c'était un travail d'un certain Albert Mehrabian qui datait de 1967. Et dans cet article-là, Albert Mehrabian dit « Dans des situations où on est en train d'exprimer des émotions et qu'il y a une ambiguïté, à ce moment-là, il y a 93% qui vient du non-verbal et 7% du verbal. » Donc le problème ici, c'est pas que l'information, elle sort de nulle part, elle sort d'une étude, mais le problème, c'est qu'on a généralisé cette étude-là à tous les cas de communication. C'est ça qui s'est passé. Ce chercheur-là, en 1981, a commencé à publier des démentis en disant « on a mal interprété ce que j'ai dit ». Et j'ai continué à faire un peu de recherche, et on a un article, alors qui date de 2007, il n'est pas très récent, mais il continue, et si vous regardez en vert le titre de l'article, « Une légende urbaine prolifère ». Cet article est fait par un professeur en études de la communication et qui dit « On a beau savoir depuis 1981, donc ça fait passer 40 ans, que cette étude n'est pas vraie, que c'est le chercheur lui-même qui a démenti, enfin que l'étude était vraie, mais dans des cas très spécifiques, et encore méthodologiquement c'était contestable, ces mythes, ces croyances, ces images qu'on a, ce graphique qui est tellement agréable à regarder, un graphique simple qui nous permet de comprendre la vie simplement, est tellement prépondérant dans la culture commune qu'on n'est plus capable de dire que c'est faux. Et là, dans cet article, le professeur dit « c'est à nous, formateurs dans ce domaine-là, d'essayer de corriger ». Mais c'est hyper dur. Alors, en 2025, on a accès à d'autres outils. Donc, je me suis dit, bon, on va aller voir, vu que nos petits compagnons artificiels, maintenant, prennent une grosse place dans nos vies, est-ce qu'eux, ils savent? Alors, je lui ai posé la question. Ça va être important, la façon dont j'ai formulé la question. Je lui ai demandé, il paraît que le verbal ne représente que 7% de la communication. Est-ce qu'il y a des sources scientifiques derrière cette affirmation? Donc ça, c'est dans ChatGPT. Pour les gens qui connaissent, vous repérez, sinon c'est pas très grave. Mais ça, c'est la demande que je lui ai faite. Et la réponse, je vous ai mis en vert ce qui était important. Il dit, alors, effectivement, il y a un chercheur du nom d'Albert Mehrabian dans les années 60 qui a travaillé là-dessus. Donc là, moi, ça me rassure. Je suis en train de me dire, ah bah c'est bien, je viens de valider que c'était exactement ça, tant mieux. Cependant, cette affirmation est souvent mal interprétée et surgénéralisée. Je me dis, ok, bon, il y a déjà quelque chose que l'IA est en train de me dire. Et si je vous passe la suite du texte et puis qu'on va à la conclusion, ChatGPT nous dit, la règle des 7, 38, 55% est souvent mal interprétée et généralisée à tort. Donc, je me dis, ok, c'est cool, mais est-ce que ça suffit? Parce que ce que font mes collègues aujourd'hui, formatrices et formateurs, c'est d'aller demander justement à ChatGPT de les aider à créer leur formation. Donc, si je commence une nouvelle conversation, maintenant j'avais une conversation avec ChatGPT, je repars à zéro, je lui demande, rédige un plan de cours sur la communication d'entretien d'embauche, notamment sur l'importance du non-verbal. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors, il me fait quelque chose de très, très beau. Si vous avez l'habitude, vous savez que c'est assez magnifique. Alors, il nous met toujours des titres, il nous met un objectif, il met une durée, un public. On dit, ah, il sait rédiger un début d'ébauche de cahier des charges ou de scénario pédagogique. Et je ne vous montre pas tout, mais je vous montre la première partie. Et la première chose qu'il me dit, introduction à la communication, la partie en jaune, parle de Mehrabian 71, le poids du non-verbal, 93%. Donc, on voit qu'ici, en fait, l'illusion que l'IA, elle sait que c'est faux, en fait, c'est une illusion. Et les gens qui ne sont pas formés, alors je vais prêcher pour ma paroisse, mais les gens qui ne sont pas formés à l'IA n'ont pas forcément conscience de ça. Mais surtout si on s'est fait avoir par ce qui vient de se passer avant, c'est-à-dire on lui a demandé si c'était faux, il a dit ouais, c'est surgénéralisé, il ne faut pas le faire. À la conversation d'après, il nous dit utilise ça. Et je trouve que ce sont un bon exemple pour dire, en fait, on va devoir faire tout ce travail de validation. Donc, ça ne suffit pas d'aller vérifier avec des IA, ça ne suffit pas d'avoir quelqu'un, un expert qui nous l'a dit. Alors, moi, de ce côté-là, j'ai réfléchi à différents aspects donc, que j'ai pu utiliser ces dernières années vis-à-vis de ça, et je les ai organisés en 4 points que je vais passer les uns après les autres. Donc, d'abord,
Comment on fait pour gérer ça? Il faut définir de manière concrète les rôles et responsabilités de chacun et chacune dans tout le processus de création et d'animation de la formation. Il faut aussi penser à implémenter des méthodes et des outils de validation des contenus. Il faut accompagner à cette, je ne sais pas comment dire, à cette forme de rigueur informationnelle. Et puis, je pense que c'est fondamental, il faut avoir une culture organisationnelle qui permet cette forme d'amélioration continue. Alors, si on prend les points les uns après les autres, dans les rôles aujourd'hui, qui sont les acteurs et les actrices qui interviennent dans une formation? J'en ai peut-être oublié, vous pourrez effectivement aussi compléter. J'ai pris les rôles un peu principaux qui apparaissent. On a forcément des formatrices, formateurs, on a des gens qui animent, on a des gens qui conçoivent, on a des responsables de formation / responsables pédagogiques, on a le ou la responsable qualité. J'ai rajouté en vert un petit peu à part le fait qu'aujourd'hui, on a de nouveau un risque de place prépondérante des IA génératives alors qu'on ne les comprend pas beaucoup et on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'elles sont en train de nous dire. Et tout ça, il faut les organiser. Alors, un des outils que moi, j'ai beaucoup utilisé parce que ça me provient de ma casquette de gestion de projet, c'est une matrice RACI. Alors, c'est un modèle parmi d'autres, mais c'était une proposition. La matrice RACI, ça vient d'anglais. Le R, c'est responsible. Le A, c'est accountable. Le C, c'est consulted. Et le I, c'est informed. En français, c'est traduit un petit peu différemment parce que le responsable, en fait, c'est plutôt le A. Donc, en français, on a des colonnes qui permettent de dire qui réalise, qui approuve, qui est consulté et qui est informé. Et vous voyez que j'ai mis comme c'était un exemple, je suis allée de manière assez grossière sur les différentes étapes de création d'une formation. Et là, on peut avoir vraiment une définition très précise des responsabilités et des redevabilités de chaque rôle. Et je ne dis pas chaque personne parce qu'une personne peut avoir plusieurs rôles, mais c'est assez important de savoir qui réalise. Et surtout, moi, ce que je trouve important, c'est la deuxième colonne approuve, parce que la personne qui approuve, c'est pas la personne qui a réalisé, mais c'est la personne qui est responsable si quelque chose est faux. Donc, elle a un poids particulier, elle est responsable de la qualité du contenu. Pour un peu provoquer, j'ai mis l'IA, moi j'ai mis un point d'interrogation, parce qu'aujourd'hui on a tendance à la consulter, l'IA, dans la conception. Moi je pense que c'est un outil, donc elle ne devrait pas apparaître au même titre que je ne dis pas que j'ai été consulter Google ou Internet, ça fait partie de la partie de réalisation, mais je trouve que aujourd'hui on a un peu aussi, on doit avoir cette réflexion de comment on va utiliser ces outils-là par rapport à ça. Donc, il y a cette importance de ne pas avoir de dilution de la responsabilité. Aujourd'hui, les problèmes que je vois dans les équipes de formation que je peux côtoyer, c'est souvent une responsabilité qui n'est pas claire. Alors, je ne vous apprends rien si vous êtes responsable qualité, ça doit être quelque chose qui vous parle. Mais dans la pratique, c'est souvent le cas. Deuxième point, comment on implémente une validation des contenus. Donc, c'est important de réfléchir sur les méthodes et les outils qu'on va utiliser. Alors, il y a déjà par qui, c'est la partie précédente, mais une fois de plus, qui vérifie en fait. De nouveau, ça ne doit pas être quelque chose qui est laissé flou. À quelle fréquence? De nouveau, on a ce problème de temps. Le temps, c'est quand même quelque chose qu'on a de moins en moins. Quelles méthodes institutionnalisées, donc quelles méthodes sont recommandées par l'institution? Il ne faut pas non plus qu'on dise « allez vérifier vos contenus », mais que les personnes soient livrées à elles-mêmes. Et quel temps on peut y dédier? Donc, moi, je vous propose une méthode qui est issue, qu'on apprend en fait dans le milieu académique, étant donné que j'ai un pied dans le milieu académique. C'est une méthode de détection de la fiabilité de source. Et ce que je trouve intéressant, et ce qui reprend en fait le descriptif du webinaire, c'est que la première chose qu'on va aller regarder, c'est la légitimité de la personne qui parle. Qui est cette personne? Quelle est son autorité pour pouvoir dire quelque chose? Donc, remonter à la source initiale et aller voir qui parle et sa légitimité. Ensuite, le quoi. Est-ce que ce contenu, est-ce que cette information est fiable? Donc, la crédibilité. Et puis moi, celui que je trouve intéressant aussi quand même, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est quelque chose qui émerge beaucoup, c'est quand. Des fois, en fait, simplement, il n'y a pas une volonté de dire des choses fausses, mais simplement, on n'a pas eu l'occasion de se remettre à jour. Donc, de quand date cette information qu'on est en train d'utiliser?
Je passe un peu vite sur cette méthode parce que soit vous la connaissez, mais ce n'est pas le but du webinaire, mais en plus, comme l'a dit Alexandre Lecoultre, mais vous aurez mon support de cours après, enfin mon support de présentation. Et puis, cette méthode-là, elle peut aussi, et je me rends compte, étant baignant dans le milieu académique, que ce n'est pas quelque chose qui est aussi évident que ça pour tous les gens qui sont dans les centres de formation, c'est aussi de pouvoir voir le niveau de validité d'une preuve et puis de bien faire la différence entre les témoignages ou les anecdotes de « je connais quelqu'un qui » ou « ça marche pour moi » par rapport à la parole d'un expert ou d'une experte qui, c'est pas parce que c'est une personne experte, surtout les experts autoproclamés dans un domaine, c'est pas suffisant. Après, plus on monte, plus on espère pouvoir avoir des études qui nous disent que, jusqu'au Saint Graal, enfin, la méta-analyse qui est une analyse qui regroupe l'ensemble d'études sur un sujet. Alors, c'est pas toujours possible et je pense pas que ça soit en fait exclusif de si on n'a pas d'études sur un sujet, qu'on ne puisse pas parler de quelque chose. Et je me réjouis aussi de vous entendre là-dessus si on a l'occasion. Mais ça va être important justement d'amener une information avec un niveau de confiance. À peu près tout le monde sur le sujet est d'accord sur ça, donc on peut le dire, ou on peut aussi dire ça émerge de témoignages, donc c'est intéressant, mais il faut avoir une posture peut-être un petit peu plus critique vis-à-vis de ça. La troisième chose, pour moi, je pense qu'il faut toujours un accompagnement des équipes, donc que ce soit des formatrices et formateurs qui vont s'occuper de la formation, mais de toutes les personnes qui sont prises en compte dans le processus. Comment ça peut se traduire? Ça peut se traduire par des formations, des petites formations courtes, des formations continues, par exemple à la recherche documentaire, comment vérifier ses sources, la méthode que je vous montrais avant. J'ai eu l'occasion d'intervenir au CEP l'été dernier parce que justement, c'était une volonté de l'institution de pouvoir proposer ça, mais je ne l'ai pas forcément vu partout. Des formations à l'esprit critique, à l'utilisation des IA génératives. Forcément, c'est biaisé parce que je pense à ça, mais enfin, d'avoir cette possibilité-là au sein des équipes, d'avoir des outils qui nous sont donnés par la formation. Est-ce qu'on a aussi la possibilité d'avoir des espaces de partage, que ce soit en présence directement avec nos collègues dans les équipes ou en ligne, pour faire part de doutes qu'on aurait sur la fiabilité d'une formation, comment s'entraider à chercher des sources. Ça peut être assez général. Est-ce qu'on a des supervisions ou des intervisions régulières? Dans les institutions où je suis intervenue, on avait la visite annuelle réglementaire pour la certification EDUCA. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on peut mettre en place autre chose? On peut avoir un feedback par les pairs sur nos formations qui peut aussi faire émerger des discussions autour de la pertinence ou de la crédibilité de certaines informations. Et puis aussi une révision de ces pratiques. J'ai beaucoup parlé du contenu, mais il y a vraiment cette notion de pratique pédagogique. Je mets un exemple sur lequel j'aime bien taper ces dernières années, mais ce n'est pas le seul. Les styles d'apprentissage, on les utilise encore beaucoup je les vois beaucoup utilisés dans nos instituts et par les formatrices et formateurs avec qui je parle, alors que dans la recherche, ça fait longtemps que ça a été critiqué et débattu. Il y a plein de choses intéressantes et il ne faut pas juste jeter tout sans rien, enfin, en n'en prenant rien, mais les gens l'utilisent aveuglément, sans remettre en question, alors que ça fait longtemps que c'est remis en question dans le milieu académique. Finalement, le dernier point, et ce que je vous disais avant, je pense que le socle fondamental pour que tout ceci puisse être mis en place et puisse se développer harmonieusement, c'est une culture organisationnelle de l'amélioration. Il faut un soutien de l'institution à l'ouverture de la parole. Il faut un discours que l'erreur, ce n'est pas un risque pour son poste, que la remise en question des pratiques soit encouragée. Je vous reprends mon exemple personnel de jeune formatrice qui arrivait avec un support de cours qu'on avait donné sur l'entretien d'embauche. Qui je suis pour aller dire à la responsable de formation, en fait, je ne suis pas sûre que ça soit vrai. En fait, j'ai lu des choses donc, il y a peut-être des paroles qui ne sont pas dites parce que la culture ne le permet pas. Je pense qu'on a un devoir d'exemplarité vis-à-vis autant des équipes autour de nous que de nos apprenants. C'est tendre vers la meilleure qualité,
tendre vers la confiance qu'ils peuvent nous accorder, tout en reconnaissant le droit à l'erreur et à l'ignorance à l'ère de l'infobésité. J'aime bien le dire, peut-être vous ne connaissez pas le mot. Moi, je l'entends tellement que j'ai l'impression que c'est passé dans le langage courant, mais on est dans une ère où on a de l'information qui vient de partout. C'est de plus en plus compliqué de trier le vrai du faux. Justement, il faut être accompagné, il faut avoir des outils pour le faire. Et c'est OK, en fait, de se dire que pendant les 10 dernières années, j'ai utilisé le graphique des 93%, et c'est pas grave, mais par contre, je dois pouvoir vouloir remettre en question ça et pas me dire que j'ai fait n'importe quoi, donc je vais préférer le taire. Et je trouve qu'il y a un exemple très intéressant qui vient du milieu de l'aviation et qui est aussi dans le milieu médical, mais que j'avais trouvé dans le milieu de l'aviation. C'est que quand les pilotes d'avion font des erreurs, c'est quand même grave parce qu'ils peuvent crasher des avions. Donc ça a un impact un peu plus encore vital que si on dit n'importe quoi dans une formation. Et donc, ils avaient mis en place des espaces en ligne où les gens pouvaient faire un rapport confidentiel pour pouvoir dire certaines choses. Et je trouve intéressant, alors je préfère une culture organisationnelle qui permet une parole ouverte, mais je trouve aussi intéressant qu'il y ait des espaces où on peut avoir des gens qui disent « mais en fait, on n'arrête pas de dire ça dans nos cours, est-ce qu'on est sûr ?» et qu'il y ait peut-être un niveau de confidentialité en place. C'est une idée comme une autre. Voilà, donc j'ai terminé avec ma vision de l'importance de la qualité des contenus, de leur légitimité, de leur crédibilité, de leur pertinence. J'ai un peu moins traité de la pertinence, c'est peut-être quelque chose que vous voulez traiter dans la discussion. Et je vous ai remis là pour ouvrir à la partie échange les 2 questions qu'on avait mis dans le descriptif du webinaire, c'est-à-dire fondamentalement maintenant, qui est responsable de la qualité des contenus et comment et sur quelle base on fonde la garantie de qualité de ces contenus. Je vais arrêter mon partage d'écran, comme ça on se voit mieux pour discuter. Super, merci beaucoup Jamila Aminian pour cette présentation vraiment très intéressante et qui pose, qui répond à une partie des questions, mais qui en pose d'autres, bien entendu, en fonction du contexte professionnel et des expériences du rôle de chaque personne. Moi, je propose très simplement d'ouvrir déjà la discussion. Et comme je disais au début, vous pouvez poser des questions à Jamila Aminian pour qu'elle reprécise des points ou qu'elle revienne sur certaines parties de sa présentation, ou simplement aussi témoigner. Et puis, tout le monde est libre, voilà, de réagir. Voilà, merci beaucoup encore une fois, c'était vraiment super. Alors, je vois déjà qu'il y a une main levée du côté de Sylvie. Oui, bonjour, et puis merci pour la présentation. Moi, j'ai noté plein de choses qui me paraissaient intéressantes, effectivement, et puis quelques petits éléments qui m'interpellent, on va dire, notamment sur le questionnement que vous avez montré, les questions que vous avez montrées dans l'IA, où en fait, ChatGPT quand même vraiment précise par rapport aux 93%, précise quand même dans certaines situations, etc. Donc je trouve qu'il y a quand même voilà, je voulais juste relativiser par rapport à ça, c'est pas tout juste d'un côté, tout faux de l'autre, il y a quand même une pondération. Après, ben oui, une intelligence artificielle, dans l'intelligence artificielle, il y a artificiel qu'il faut jamais oublier, je pense effectivement. Donc cette partie-là, j'ai trouvé aussi très intéressant. Maintenant, je suis forcément un peu chatouillée par l'aspect, dans une deuxième partie de votre intervention, sur comment dire ça, la mise un peu en perspective entre la formation académique, hein, qui s'interrogerait sur les pratiques, sur les techniques par rapport à la formation, etc., les formateurs qui seraient moins bien outillés que les académiciens. Or, l'expérience nous prouve souvent le contraire. J'en veux pour preuve le confinement, où en formation, les institutions de formation ont réagi extrêmement rapidement et de manière extrêmement pertinente pour répondre à ce besoin de formation à distance.
Et on a eu beaucoup moi j'ai eu beaucoup autour de moi et de personnes qui ont souffert justement à l'université ou dans les hautes écoles d'avoir des cours avec des enseignants qui faisaient défiler des PowerPoint à l'écran et qui faisaient leurs cours magistraux comme. Donc voilà, je trouve vraiment intéressant comme de remettre ça un peu en place. C'est qu'il y a une énorme recherche dans la formation des formateurs justement sur les outils, sur les méthodes. Et je pense je trouve beaucoup à apprendre les uns des autres, mais ça va dans les deux sens. Je pense que ça va vraiment dans les deux sens. Je ne crois pas que l'académique a à apprendre à la formation ou que la formation a à apprendre à l'académique, mais bien plutôt qu'on a à partager. J'avais juste envie de relever ça parce que je trouve que c'est un discours qu'on entend beaucoup et qui est pas toujours voilà, facile à entendre. Et puis, par rapport à la qualité, ce que je trouve intéressant, vous avez juste évoqué un peu Educa, mais c'est vraiment une exception, hein, le fait qu'on ait un système qualité pour la formation. On sait très bien que l'évaluation auprès des enseignants est beaucoup plus compliquée à instaurer. On a des exemples autour de moi d'essais qui ont été faits. Et voilà, donc je pense qu'il y a à la fois, vous l'avez dit, les échanges, mais aussi la part sans doute d'évaluation. Et je me dis qu'on a cette chance dans le monde de la formation continue d'avoir un système qui est sans doute pas parfait, mais qui existe et qui nous oblige à nous questionner sur tous les thèmes que l'on a abordés. Voilà. Donc encore une fois, merci pour votre. Jamilé, je ne sais pas si vous voulez Ouais, rebondir je ou si voulais. je laisse la parole à la personne suivante. Ouais. Ouais, bah justement, je me disais que je voulais pas mobiliser, donc moi j'ai pris, même si je voulais dire, j'espère pas que justement j'ai fait passer le message comme quoi l'académique a compris, parce que pour avoir un pied dans les deux et pour être d'abord sur le terrain et ensuite retourner aux études pour aller chercher des infos, je vois bien qu'ils n'ont pas les réponses à tout. Donc c'était pas le message que je voulais faire passer. Je vous remercie de l'avoir mis. Je suis entièrement d'accord avec vous que ça se nourrit en fait et que Maud Aspart et moi, Maud qui est dans les personnes aussi, on travaille justement à essayer de créer ce lien, ces ponts entre les deux, parce qu'il y a des choses magnifiques dans les deux et des choses qui ne se font pas bien dans les deux. Donc voilà, merci. Mais je vais essayer de ne pas me mobiliser. Je vous laisse passer la parole. Merci. Marche, merci. Emmanuel? Oui, merci beaucoup, Jamila, pour votre très bonne présentation. Bon, dans le monde de la qualité, il y a une forte composante d'éducation, je dirais même d'évangélisation. Donc, on doit faire passer des messages. Et puis, j'ai bien aimé votre slide sur la pyramide de la preuve. Je viens du monde scientifique qui me parle tous les jours. Déjà, une première remarque. C'est vrai que moi, je vois de plus en plus dans les cours, en tout cas à l'université, des cours qui se basent sur des méta-revues de la littérature, etc., où on a quasiment un contenu qui donne les agréments par rapport à des hypothèses de recherche ou éventuellement toute une tendance qui est pour ou contre ou différent. Et puis on voit dans votre pyramide des preuves, à la fin, c'est des anecdotes, des choses comme ça, mais bon, j'ai envie de dire, je joue un peu à l'avocat du diable, mais quand je suis ces cours à l'Uni, ok, ils sont bien faits, mais ils sont un peu chiants. Par contre, quand on est dans de l'anecdote et tout ça, ben on va créer de l'intérêt et même de la passion pour. Et pour moi, c'est à l'heure actuelle un questionnement important, quoi. Je sais que quelque part, on ne doit pas dire des conneries. Moi, mon prof de doctorat, il m'avait dit, quand j'avais obtenu le doctorat, il m'a dit, tu es devenu un prof parce que tu sais dire des conneries avec conviction. Voilà, je voulais juste vous entendre un petit peu là-dessus. Moi, j'ai essayé moi, je vous rejoins, c'est ça le problème. Quand on commence à parler de doctorat, tout à coup, c'est un peu comme mettre une blouse blanche. On est auréolé d'une expertise qu'on n'a pas forcément. Et puis, je suis d'accord, l'anecdote, elle est fondamentale dans l'engagement. Et c'est ça que j'ai essayé de dire aussi à la fin. C'est pas parce qu'on n'a pas une méta-analyse sur un sujet qu'on est illégitime à parler des choses. Il faut revenir sur le terrain. D'ailleurs,
dans mon doctorat, je vais aller questionner des gens, faire des entretiens pour savoir comment ils utilisent les IA. En fait, je ne veux pas juste faire des questionnaires et puis essayer d'en tirer des théories. Je veux vraiment aller parler aux gens. Donc, je pense, et je ne suis pas sûre, mais après, ça va trop ouvrir. Je ne suis pas sûre que les cours universitaires soient chiants parce qu'ils se basent sur des méta-analyses. Par contre, là, le lien entre les deux, je pense qu'il n'y a pas de la causalité. Je pense qu'ils sont chiants parce qu'ils n'ont jamais eu de formation professionnelle. Et je pense que tout le monde devrait faire un brevet fédéral de formateur et formatrice d'adultes. Et certainement, les gens à l'université, ça leur ferait du bien. Mais effectivement, je trouve intéressant juste de dire où on en est et comment on communique l'information. On peut communiquer une information en disant ceci est un témoignage, ces données-là nous viennent en fait de retour de gens et ça a de la valeur. Un témoignage a de la valeur. Par contre, on ne va pas en tirer une théorie généralisable à tout. Et donc, c'est important, je trouve, de la façon dont on l'amène dans une formation. Oui, alors merci pour ce point de vue, mais en effet, je pense que votre présentation elle soulève des questions importantes. J'avais juste un point aussi sur vous parliez non-verbal, mais il y avait du verbal, non-verbal, para-non-verbal. C'est quoi juste là? Je voulais pas ouvrir le truc le paraverbal, c'est le ton, le rythme. En fait, le paraverbal, c'est tout ce qui accompagne. Quand on est en train de parler, qu'on va entendre la tonalité, la hauteur de la voix, le volume. Mais le non-verbal, c'est vraiment plus. Enfin, quand on est rien en train de dire ce qui se passe, le verbal, c'est les mots, et le paraverbal, c'est ce qui accompagne le mot. Donc, son rythme, le rythme de la voix, le ton et l'autre. Mais souvent, ils sont regroupés dans les 93%. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour ces éclairages. Merci à vous. Merci. Maud? Ah, pardon, bien Didier. Il me semble qu'il y a Didier d'abord. Ouais. Ah oui. D'accord, merci. Ouais, c'est pas grave. Bonjour. Alors, merci déjà pour la présentation. J'ai beaucoup aimé ce qui était aussi lié aux différents types de contrôles, en fait, à l'interne, quand on veut faire quelque chose. Et c'est un petit peu aussi de la base qu'on avait eue dans la réflexion pour faire ce thème, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut amener une certaine légitimité quand on présente un cours, mais aussi pour pouvoir permettre aux participants potentiels de choisir où est-ce que je veux aller suivre un cours et qu'est-ce que j'en attends. Et puis ça, c'est un peu compliqué parce que un peu les gens disent un peu ce qu'ils veulent. Hein. J'entendais les descriptifs de cours et tout. Donc, on est dans une discussion maintenant aussi de mettre en avant les compétences plutôt que de décrire les cours. Mais ça, c'est aussi un travail qui est pas forcément évident, mais qui est intéressant. Mais j'ai aussi une question qui est plus aussi en lien avec la pratique et puis l'académique parce qu'en fait, nous, on a beaucoup de cours qui sont censés parler à des praticiens qui viennent. Et il y a beaucoup de cours qui sont basés sur des échanges d'expériences où le formateur vient et puis il dit ce qu'il a fait, etc. Alors, il n'a pas forcément des théories scientifiques derrière, mais il y a des bonnes pratiques qui sont là. Comment est-ce qu'on peut essayer de donner une certaine légitimité aux bonnes pratiques? Moi, je trouve ça fascinant. Mais à part ça, moi, je rebondis volontiers. Mais Alexandre, vous me disiez, c'est aussi un échange de paroles entre différents praticiens. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'intervenir au lieu de moi, même si je suis ravie d'en rajouter? Pour pas que ce soit toujours moi qui parle. Non. Oui. Maud qui a toujours la main levée, vous pouvez intervenir. Voilà. Je suis allée à la suite. Alors après, peut-être qu'on a un point de vue différent, mais j'imagine un peu, en tout cas c'est ce que je ressens dans ma pratique, que cette légitimité, elle vient aussi de justement comment on prend conscience en fait de ces bonnes pratiques, c'est-à-dire quelle est la compétence réflexive qu'on met derrière, comment on arrive à argumenter la justification de ces comportements, la mesure de leur impact réel dans nos pratiques. Je pense que c'est ce pas supplémentaire qui est pas seulement de dire bah, ça fonctionne dans mon cas, mais d'avoir une vision plus systémique de pourquoi ça pourrait fonctionner dans un contexte défini, puis pourquoi ça fonctionnerait peut-être moins bien dans un autre contexte. Hein. Donc, c'est vraiment cette capacité réflexive. Et je pense que c'est là la légitimisation. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans le brevet fédéral, mais aussi dans la formation professionnelle au sens large, lorsqu'on essaie de développer les compétences réflexives de nos apprenants et apprenantes pour justement qu'ils aient aussi cette on va dire plus grande autonomie qui va au-delà de la formation et au-delà de juste dire ça a l'air de marcher ou pas, mais d'avoir des indicateurs concrets en action de pourquoi ça fonctionne, pourquoi cette fois-ci ça fonctionne pas, etc. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas.
Mais je suis ouverte à débattre. Alexandre parle, mais on ne vous entend pas parce que vous avez votre micro sur mute. Pardon, oui, non, je disais merci beaucoup, que c'était en effet des très bons points qui étaient mis en avant. Je vous laisse répondre, il y a Sylvie, Emmanuel, allez-y. En fait, par rapport à la question de Didier, c'est vrai qu'il y a une partie de ce que Moudaspart a dit qui, pour moi, répond à ça. Il y a un élément, il me semble, dont on n'a pas parlé dans la présentation, pour moi, qui fait partie complètement du métier de formateur ou formatrice, c'est la veille. La veille, c'est-à-dire le fait voilà, d'avoir des antennes sur ce qui se passe, et pas seulement dans son domaine, mais d'une manière plus générale, comment le monde évolue, comment notre public évolue, comment la formation évolue, etc. Ça, pour moi, c'est un des éléments qui vont permettre aussi d'ajuster par rapport à la pertinence, notamment. Et puis, c'est vrai qu'on a en formation on a une partie des formations, et notamment dans la formation formelle, qui peut être extrêmement pratique. Donc, quand on a affaire à des personnes qui sont dans des choses très, très pratiques et qui ont dans leur activité une réflexivité peut-être qui est peu motivée, c'est vrai que c'est peut-être des fois plus compliqué, tant pour le formateur que pour son public, de nourrir la réflexivité. Mais je pense que c'est en tout cas, dans la formation, c'est une de nos missions, je crois, d'une manière générale, de développer la réflexivité. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un lien entre la veille, la réflexivité du formateur, la manière dont il éveille la réflexivité de son public, l'objectif de la formation, la typologie du public. Tout ça fait qu'on jongle un peu avec tout ça pour savoir quel type de source aussi, sur quel type de source on va s'appuyer. Parce pour moi, il y a les sources sur lesquelles on s'appuie en tant que formateur ou formatrice pour nourrir sa propre connaissance du sujet ou de la thématique qu'on traite, et puis la manière dont après on peut la traduire en matière de formation pour le public en l'adaptant. Donc c'est un ensemble de choses, me semble-t-il. Merci. Emmanuel? Vous m'entendez? Oui. Moi, pour avoir fait des audits Audica et Educa dans plein d'entreprises différentes, petites et grandes, on parlait des indicateurs. Je pense que c'est vraiment un des points clés qui manquait le plus souvent dans les entreprises. C'est comment est-ce que vous, justement, validez votre formation, comment est-ce que vous la crédibilisez. Et souvent, la partie qui manque le plus, c'est le transfert. Parce qu'on me dit, oui, moi, je me base essentiellement sur la satisfaction. La satisfaction, c'est un des éléments, mais c'est pas un indicateur suffisant pour la légitimité et la crédibilité. On le sait bien, hein, pour le transfert, c'est pour moi, en tout cas, quand je fais les audits, c'est fondamental et c'est la partie que je vois le moins dans les entreprises et c'est ça qui me chagrine un petit peu. Mais comment vous la mesurez, la transférabilité? Parce que c'est tout un débat en soi, en fait, ça. Oui, non, non, mais on est entièrement d'accord. Mais justement, je pense que c'est intéressant que des réflexions soient faites en fonction du type de transfert qu'on veut. Mais je pense que ce serait intéressant d'avoir des questionnaires à 6 mois ou 1 an. Qu'est-ce que vous gardez de votre formation? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en application? Est-ce que quand vous envoyez des apprentis faire une formation continue, est-ce que la formation a été applicable? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une partie qui n'était pas forcément assez concrète ou pratique pour pouvoir être utilisée dans l'entreprise dans laquelle l'apprenti ou le collaborateur retourne? Donc, il y aurait des choses à faire de ce côté-là. C'est très compliqué, hein, je sais, à mettre en place de pouvoir faire cette vérification-là. Mais souvent, quand je propose des formations, j'invite les mandataires à demander un feedback après 6 mois. Moi, je suis intéressée de savoir, mais 6 mois, 1 an après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous auriez besoin de compléments? Est-ce qu'on peut revenir sur certains points qui ont été mal compris? Et ça, je pense qu'il y a des choses à faire. Je suis entièrement d'accord. C'est pas évident de convaincre les entreprises de le faire, d'ailleurs, souvent. Mhm. Il y a une question, enfin, ça rejoint un petit peu une des choses que vous mettiez en avant vers la fin, Djamilé, qui était cette culture d'entreprise.
qui était le socle sur lequel, du moins, allait se construire en fait le reste. Euh, il y a une question d'une participante. Barbara vous demandait que voulez-vous dire par transfert? Emmanuel, je vous laisse répondre, mais je pense que vous parlez du transfert des nouvelles compétences acquises en formation C'est-à-dire, sur le ouais, terrain. comment est-ce qu'on vérifie que les objectifs ont été atteints, en fait, hein. Donc, grosso modo, c'est ça, si on voulait résumer en une chose. Et donc, Mhm. l'efficacité, on va dire, de la formation et du changement qu'on a voulu apporter, si on a voulu apporter un changement ou de plus de connaissances, enfin, suivant le type d'objectif qu'on a, c'est ça que j'appelle le transfert. Mhm. Ouais. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je fais un peu de publicité. Le prochain numéro de P sera sur la formation continue en entreprise et il y a un super article sur le transfert, enfin, qui revient sur des nouvelles méthodes en fait pour discuter de comment mesurer en fait le transfert d'apprentissage. Voilà. Et Euh, maintenant que je fais des audits dans les entreprises pour la 9001 et je leur dis, bah, OK, vous envoyez vos collaborateurs en formation, bravo, vous avez un beau plan de formation, comment vous vérifiez que ça marche? Et là, en général, il n'y a plus personne, quoi. Donc, c'est des deux côtés qu'il faut travailler et changer la culture d'entreprise. Ouais. Merci Maud. Oui, parce qu'en fait, je répondais à Didier tout à l'heure, mais je voulais juste déjà remercier Djamileh pour son intervention qui m'a permis de vraiment pouvoir réfléchir à ces questions et puis pour les organisateurs et organisatrices hein, qui permettent ces échanges. Euh, Toute cette présentation, ça m'a fait me poser la question si, euh, pour la question et les échanges qu'on vient d'avoir jusqu'à présent, hein, si la responsabilité, on ne devrait pas la penser de façon plus partagée justement en formant de plus en plus les apprenants et apprenantes à pouvoir justement juger aussi de cette pertinence, de cette qualité des contenus pour leur redonner une sorte d'agentivité aussi sur ce qui se passe, tout en gardant à l'esprit que ça va aussi de la part des institutions, mais des acteurs et actrices, demander un changement de posture et de paradigme fort, hein, parce que aussi pour des questions identitaires, parce que plus on va former nos apprenants et apprenantes à être critiques sur les informations, les contenus, etc., plus il va falloir qu'on ait une posture à être capable de se remettre en question, puis d'accepter cette critique. Et je pense que c'est là l'avenir, en fait, par rapport à justement cette infobésité, etc., c'est d'ouvrir ce dialogue et donc du coup d'être de moins en moins des experts et expertes qui viennent valider, mais plus des pairs qui viennent réfléchir, quoi. Et je pense vraiment que toutes ces questions, elles sont au cœur de nos pratiques actuelles et à venir. Et merci de ce rappel, quoi, qui je pense est important. Merci beaucoup. Oui, c'est juste, c'est dommage que Sandra Psych soit pas là, mais peut-être que Sylvie, vous savez, mais sauf erreur dans le nouveau brevet, c'est que c'est des choses qui sont vraiment au cœur du nouveau brevet, non? Alors effectivement, sur les nouvelles modalités du brevet, Sandra serait beaucoup plus apte que moi à répondre. Par contre, moi, j'aimerais revenir sur cette question du transfert que je trouve vraiment très, très importante parce qu'elle est encore beaucoup considérée pour l'instant. En fait, on évalue le transfert sous forme de ROI, hein, de retour sur investissement, en gros. Dans les entreprises en tout cas. C'est encore beaucoup sous cette forme-là que c'est fait. Les indicateurs de retour sont des indicateurs de type performance ou économique, alors que je pense que le transfert déborde largement cette question-là. Donc là, je pense qu'il y a aussi à travailler de nouveau des deux côtés à ce niveau-là, c'est-à-dire de clarifier au moment où on fait l'analyse du besoin avec l'entreprise, de clarifier les objectifs et de déjà thématiser la question du transfert avec eux, c'est-à-dire de comment on va pouvoir évaluer le transfert. Je pense que c'est déjà un des points. Puis un autre point qui rejoint un peu ce que Maud Aspard vient de dire, c'est par rapport à la responsabilité sur la pertinence du contenu par rapport aux participants, mais aussi de développer chez eux la capacité à évaluer leur transfert ultérieurement. Parce que je pense que le questionnaire à froid, bien sûr, il peut donner des infos, mais ça va de nouveau être par rapport à une vision que l'entreprise a, le pourquoi elle a commandé la formation. Mais je pense que d'une manière générale, que ce soit pour des particuliers, pour des entreprises,
la formation doit avoir ce rôle de développer, c'est comme la réflexivité, de développer la capacité à auto-évaluer, déjà à vérifier comment on transfère les compétences dans son quotidien, et puis à auto-évaluer son avancement, la manière finalement, dont on déploie, dont on fait le transfert. Donc, je pense que c'est une question qui est au centre de... enfin, on est tout le temps en train de se la poser, enfin, du moins j'espère, et de nouveau, il y a une co-responsabilité, à mon sens, là-dedans à développer pour que ce soit vraiment efficace. Et puis clarifier avec que ce soit un mandant, enfin que ce soit une association, une entreprise, n'importe, un particulier, d'être très très clair sur ces points-là au moment où on démarre, enfin où on propose la formation. Ça doit se prévoir, ça doit s'anticiper, me semble-t-il. Moi, j'aimerais bien revenir sur l'idée, en fait, de comment est-ce qu'on peut mettre fin à ces idées préconçues ou à ces fausses idées ou à ces fausses théories. Est-ce que là, on ne pourrait pas, au niveau de notre réseau, faire une sorte de petite bibliothèque des éléments qui reviennent régulièrement et puis de faire une sorte d'inventaire loufoque pour les formateurs? Voilà, ben, si vous avez une idée de quelque chose que vous avez envie de redire, ben, venez regarder là, peut-être que c'est pas forcément si juste. Ben voilà, je sais pas, c'est une proposition. Ça serait ouais, disons, c'est une idée intéressante qui devrait en fait être accompagnée des exemples qu'a donné Djamilé. Je trouve des méthodes. Il y avait cette méthode, cette grille RACI là. Par exemple, c'était plutôt pour la responsabilité en fait, de savoir en fait en termes de processus qui fait quoi à quel moment. Et puis il y avait cette autre proposition plutôt pour justement vérifier les questions qu'il faut se poser. Là, c'était QQO, PC ou quelque chose comme ça, voilà. Mais il y en a d'autres vraisemblablement. Mais c'est vrai que ça va de pair. Et je pense, enfin, je ne sais pas parce que je suis pas dans un institut de formation, mais peut-être, enfin, Didier, tu sais mieux que moi. Enfin, je me rends pas compte dans quelle mesure c'est des méthodes ou des outils, en fait, simplement comme ceux-ci sont utilisés. Voilà, ou connus, tout simplement, en fait, à utiliser. Donc, je pense que les outils sont connus et enseignés, mais c'est pas parce qu'ils sont connus qu'ils sont utilisés de manière juste et systématique en tout cas. Et puis ça dépend peut-être des formateurs qui sont là. Il y a aussi alors, il y a beau avoir des intentions, prendre des exemples de formateurs qui ont peut-être pas forcément l'habitude de rechercher de cette manière-là. Ils vont reprendre aussi ce qu'ils connaissent. On en revient à la même chose aussi. Peut-être qu'ils ont entendu ça, donc ils le reprennent. Et puis essayer de casser cette chaîne, en fait, bon, ça fait que 40 ans que c'est faux, si j'ai bien compris. Donc on n'est pas tellement en retard. Non, mais c'est intéressant que ça se redise encore, effectivement, oui. Mais par rapport à ce que vous dites, je m'insère. Oui. Il y a toujours, finalement, je rebondis sur ce que disait Sylvie Cortési par rapport à la veille. Ce qui serait intéressant, c'est que est-ce qu'on peut co-construire une veille? Parce que si chacun doit le faire, il y a cette notion de responsabilité individuelle aussi dans ce que je dis, mais par rapport justement aux outils pédagogiques, typiquement, est-ce qu'il y a un groupe qui peut se former et qui fait de la veille par rapport à ça? Et ça existe de toute façon en ligne. On a plein de choses sur les mythes, les fausses croyances, mais est-ce qu'il y a un lieu typiquement représenté par la FSEA ou autre? Mais bon, évidemment, comme organisation globale, c'est toujours mieux d'avoir un lieu où on peut les répertorier, parce que les répertorier sur tous les domaines, ça va être un peu une mission impossible, mais chacun dans son domaine, est-ce qu'on peut proposer des lieux, des espaces où on peut rapidement avoir une vue sur les croyances persistantes dans nos domaines? Ça serait, je trouve, hyper intéressant. Je vais me lever, je vais vous laisser parler, mais je vous entends, mais je vais aller prendre 2 livres qui je trouve intéressants, mais je vous rejoins. Je passe la parole. Très bien, merci. Oui, Barbara, Emmanuel et Sylvie, dans l'ordre. Oui, j'avais une question pour vous, Djamilé. Vous avez parlé de votre exemple où vous avez été pour former dans une institution un contenu qui existait déjà et la question de est-ce que le contenu avait été validé? Et aujourd'hui, est-ce que ça se fait, ça? Moi, demain, si je vais proposer d'être formatrice dans une école, sur un contenu qui est existant, est-ce que je peux demander si ça a été validé ou je ne sais pas, ça se fait?
Je suis curieuse de savoir. Ouais, bah moi je vais prolonger votre question au reste du groupe parce que moi justement c'est pas ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Contractuellement, quand j'interviens comme intervenante externe, on attend de moi la qualité de mes contenus, mais sinon c'est pas forcément ce que j'ai vécu. Mais je me réjouis de voir ce que si d'autres personnes. Parce que c'est pas une discussion facile à avoir. On arrive et on remet en question les 10 dernières années de formation dans ce domaine-là sur laquelle c'est fondée la légitimité de l'institution. On n'est peut-être pas forcément bien accueillis. Hein. Moi, pour avoir eu les 2 rôles comme responsable de formation, par exemple, nous on était certifiés EDUCA, j'exigeais d'avoir le programme et le plan de lection, comment on dit en français, le piano lezione, le plan de cours. Et c'était très mal perçu par les formateurs externes, genre mais comment est-ce que tu veux vérifier? Pourquoi est-ce que tu veux vérifier? La discipline, c'est ma discipline, t'es pas compétente dans cette discipline-là, est-ce que tu me fais pas confiance? Enfin, on repart sur la culture. Hein. Moi, je disais, moi, c'est clair, moi, je certifie EDUCA seulement et si seulement je vérifie. Et si je suis d'accord avec le contenu et les objectifs. Sinon, pour moi, ça passe pas. Mais je me suis pas fait que des amis hein, sur la place. Maintenant, comme auditrice, c'est clair, je le demande à chaque fois, mais vous avez des formateurs externes, très bien. Comment vous vérifiez? J'ai des organismes de formation, ils n'ont pas un CV du formateur, ils n'ont pas de formation précédente, ils viennent, ils n'ont jamais vu le formateur. Et j'ai dit, mais attendez, comment est-ce que vous garantissez auprès des participants la qualité de la formation? Je veux dire, le bouche à oreille, on vous l'a recommandé. Très bien, mais on sait très bien que objectivement, la satisfaction précédente, c'est pas ça qui garantit la qualité de la formation. Donc, mais ça encore, les gens me regardent comme si j'étais venue d'une autre planète. Mais comment est-ce que tu peux exiger que le responsable de formation aille vérifier le contenu et la formation, surtout quand c'est pas sa discipline? Et ça pose aussi un problème. Parce que si on est dans une grosse entreprise qui a beaucoup de disciplines comme responsable de formation, on n'est pas expert dans tous les domaines. Comment est-ce qu'on peut garantir que les objectifs pédagogiques sont pertinents, que la durée de la formation est suffisante, etc., etc. Ça pose des questions. Et puis ma deuxième petite question, c'était très bien pour responsable de qualité. Hein, je suis consultant de qualité, donc je peux promouvoir ça. Par contre, est-ce que on est au clair sur quelle formation doit avoir un responsable de qualité? Parce que les outils, en tant que responsable qualité, ben oui, tous ces outils-là, je les connais, hein, puisque c'est mon domaine d'expertise. Mais responsable de la formation, quelle formation il a dans la qualité? Qualité en tant que discipline, hein, j'entends pas les qualités de la formation. Merci, la question est ouverte. Sylvie, Magali? Moi, j'ai plusieurs casquettes dans celle de responsable qualité. Donc, c'est vrai que c'est des sujets qui m'intéressent et aussi en ingénierie de formation. Moi, je pense que par rapport à cette dernière question, qu'il y a des aspects génériques tels que ceux pris en compte, par exemple, dans une norme telle que EDUCA ou autre, qui sont des indicateurs bien précis et basés sur des principes bien précis. Par rapport à la question de valider une formation, donc en tant que responsable de formation, ce qui est aussi un rôle que j'ai, je ne peux pas imaginer confier une formation à quelqu'un dont je ne sais rien. Déjà ça c'est clair. Donc le contact, toute la relation, les échanges, le discours de la personne sur sa thématique, sur ses méthodes, sur la manière dont il envisage d'intervenir avec le public, etc., etc. Donc c'est la relation pour moi qui est déterminante dans cet aspect-là. En tout cas, et puis bien sûr de pouvoir, les points qui peuvent permettre de vérifier l'expérience purement connaissance, on va dire, de la personne, mais aussi en termes de manière de former. Ça, c'est une chose. Et puis, de l'autre côté, moi, j'interviens, je suis affiliée à une... Je travaille pour le CIP de Tramelan, donc dans une institution, mais j'ai aussi une casquette d'indépendante. Et quand je donne des formations,
si on m'impose, je n'accepterai jamais un contenu qu'on m'impose. C'est-à-dire que si on me demande d'intervenir dans un domaine et qu'on me dit, ah ben voilà, on fait de telle manière, pour moi, ça peut me convenir et puis voilà, je peux prendre, mais je vais de toute façon l'adapter, de toute façon le mettre à ma sauce parce que sinon je serais incapable d'être performante. Et si ça ne me convient pas, je le dis. Mais j'ai jamais eu de refus d'une institution que je redéveloppe mon propre contenu, ma propre formation. Hein. J'ai jamais eu une institution qui m'a dit non, non, ça, on n'est pas d'accord. Voilà. Donc, voilà des différents points de vue pour moi, cette question-là. Autant d'accepter de former sur des choses qu'on n'a pas développées ou de valider des formations développées par d'autres. Merci, Magali. Oui, alors je voulais rebondir sur ce qui avait été déjà dit un petit peu avant, mais il y a toute la notion, parce qu'en tant que responsable donc, de formation dans un centre de formation, il y a tout ce qui est du contrôle, aussi comme disait Sylvie, c'est-à-dire qu'on va récupérer les informations, on va contrôler le contenu et tout ça. Mais il y a après ce que chacun fait dans sa salle, c'est-à-dire que entre ce que les gens vont nous donner et puis en nous disant oui, oui, j'ai compris ce que l'institution avait comme valeur, j'ai compris ce que l'institution voulait, et puis ce qui se passe réellement dans la salle, il y a encore des différences ici. Donc à part la supervision, la visite de cours ou ce genre de choses, on ne va pas pouvoir le voir parce que, alors on va me dire que c'est une question de confiance, j'entends bien, mais on sait des fois comment ça se passe parce que le petit truc super sympa quand même qu'on avait connu et puis que l'entreprise, enfin le centre n'est pas tout à fait d'accord, mais bon, on va quand même le mettre au fur et à mesure. C'est comme ça, au fait, que ça se passe aussi dans la pratique, malheureusement. Donc, quand on leur dit: «Mais non, mais ça, c'est pas réel, ça n'a pas été fait par des bases scientifiques» et puis on accompagne les formateurs et tout, et certains, vous disent: «Oui» par le devant et derrière, donc ils le font quand même. Alors s'ils ont un peu d'honnêteté, ils le laissent en nous refaisant une version 2 ou 3, heu, puis après on dit: «Mais non, on veut quand même pas» et puis, ils nous disent: «Oui, oui» puis finalement, ben, on le découvre dans les supervisions. Donc ça, c'est un réel problème, je trouve. Donc, mais voilà, à part les supervisions qui permet de partir aussi sur le transfert et de voir tout ça. Heu, le 1 to 1, c'est des éléments qui fonctionnent. C'est chronophage, mais en termes de qualité, j'ai envie de dire qu'il y a à peu près pas que ça, mais voilà. Et puis, dans la prise de conscience, ça a peut-être aussi été évoqué tout à l'heure, mais pour, chez nous, en tout cas, la prise de conscience, ben, c'est un petit peu comme l'écologie dans le sens qu'on en est tous conscients. Donc on sait qu'on doit tous faire attention à la scientificité des contenus et oui, mais finalement, tant que ça ne me concerne pas directement, je ne vais pas le faire. Donc quand on ne le met pas au pied du mur, c'est difficile. Donc nous, une des pistes qu'on est en train de mettre en place, c'est, une campagne de sensibilisation dans la cafétéria. Comme ça, tant les participants que les formateurs, bah, ils vont se confronter à des éléments en faisant, des petites prises de conscience minimes. Là, la première campagne, c'est sur les neuromythes, justement. Et puis, celui qui va arriver dans la salle puis qui dit: «Oui, alors toutes les neurosciences, puis ci et ça», ben, on espère que les participants seront sensibilisés un petit peu. Mais, voilà, moi je pense que c'est la prise de conscience qui doit être faite et puis, comme l'écologie, tant que ça ne touche pas le porte-monnaie, c'est pas un souci. Voilà. Voilà, c'était juste mon petit apport, comme ça. Vous avez votre micro. Alexandre, on vous a vu, vous. Oui, merci beaucoup Magali, c'est bon. Je redonne la parole à Jamilé ou quelqu'un d'autre. Moi, je vais profiter d'aller chercher mes petits livres parce que Oui. ça rebondit sur ce que Magali vient de dire. C'est pas les seuls. Ça va chez vous, c'est dans le bon sens ou j'ai ma caméra inversée. Donc, les éditions Retz, on voit que je fais pas de streaming vidéo. Hein, je sais pas, Mythes et Réalité, ils ont une collection Mythes et Réalité spécifiquement dans l'éducation. Et justement, Magali parlait des neuromythes. Là, c'est les neurosciences en éducation. Et ils prennent une page
Typiquement, il y a chacun son style d'apprentissage et puis il donne des informations. Donc, c'est par rapport à ce que vous disiez, Didier, Julia, par rapport à la veille, enfin, est-ce qu'on peut faire ça? Pour l'éducation, il y a déjà, en tout cas, plusieurs petits bouquins, mythes et réalités. Alors, je fais de la pub, j'ai pas d'action, mais il y a Apprendre avec le numérique, il y a l'innovation pédagogique, est-ce qu'il faut toujours innover, tout ça. Je les trouve super bien faits. Après, exercer votre esprit critique. Et puis aussi, c'est pas parce qu'il y a des recherches qui ont été faites que par rapport à plein de choses, à son contexte, il faut savoir adapter. Mais je trouvais que effectivement, ça peut être une bonne base à conseiller pour tout ce qui est méthode pédagogique. Donc, il démonte les mythes, mais est-ce qu'il donne des autres alternatives pour expliquer quelque chose ou c'est juste pour Oui. démonter? Ah, Non, d'accord. alors justement, ouais, effectivement, parce que là, bon, alors sans vouloir trop ouvert, mais j'aime bien l'exemple que Magali tu donnais parce que de l'environnement, parce qu'on a toujours une forme de réactance. Si on vient dire à quelqu'un, de toute façon, les styles d'apprentissage, c'est nul, on va juste avoir quelqu'un qui va réagir en disant, bah non, parce que moi, dans ma pratique, quand je prends en considération les apprenants, eh ben, ça va mieux. Et effectivement, là, ce que j'aime bien avec ces petits livres-là, en tout cas dans ce que j'ai pu lire, c'est qu'ils disent oui, ben, y a du sens. Ça vient pas de nulle part qu'on s'est dit, tiens, c'est une théorie intéressante. C'est parce que tout à coup, on prenait en compte la personnalisation, des besoins spécifiques aux apprenants. C'est le fait d'en avoir fait tout à coup une théorie, un dogme inattaquable qui est problématique. Et donc, justement, ils disent, attention, en fait, ce qui est bien, c'est de varier les modalités de présentation. En fait, il faut du visuel pour tout le monde. Et on peut avoir une préférence, mais il faut aussi faire attention de ne pas enfermer quelqu'un dans une fausse préférence, parce que ça peut être délétère par la suite. Et donc, ils ouvrent à pourquoi c'est intéressant et qu'est-ce qu'on peut en prendre ou par quoi on doit changer. Il y a des fois, ils démontent simplement quand on dit on n'utilise que 10% de notre cerveau, ça, ils démontent parce qu'il n'y a pas besoin de proposer autre chose à la place. Autre que non, on utilise tout, a priori, en tout cas, c'est plastique et ça bouge. Mais si ils en démontent une, justement, ce n'est pas uniquement jugeant, culpabilisant, ce qui, du coup, ne marche pas, mais ça ouvre d'autres perspectives, sur ce que j'ai lu en tout cas. Je crois que vous parlez de vous. On ne vous entend pas. Alexandre, Oui, c'est bon, je suis revenu. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser encore une question? On arrive gentiment au terme du webinaire. Je crois que les gens sont gentiment en train de partir les uns après les autres. Donc voilà, c'est peut-être le dernier tour de table pour une dernière remarque, un dernier partage ou une dernière question. Puis sinon, je crois qu'on va gentiment clore. Comme je viens de répondre à Renaud, donc en effet, je pourrais transmettre cette semaine simplement par mail la présentation finale de Jamilé, comme ça vous pouvez regarder encore calmement. Et puis l'enregistrement sera prochainement également mis sur le canal YouTube de la FSEA. Donc voilà, j'ouvre encore un dernier tour si quelqu'un veut faire une remarque. Et puis sinon, bien, je vous remercie toutes et tous pour votre participation et encore une fois, Jamilé, pour votre super intervention. Moi, je vous remercie. C'est tellement bien d'avoir un espace, même court comme ça, d'entendre les gens et de pouvoir discuter un peu. Merci de cette invitation. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Alors, au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée.